Bonsoir à tous et bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi, une confrontation d'opinions dans la bonne humeur. Au sommaire de ce nouveau numéro, originaire de Sartène, auteur, compositeur, interprète hyperactif, il a même signé un ouvrage sur le caténach, Christophe Mondologne est mon invité rencontre. Faire du neuf avec du vieux, cela rend a priori Marie-Ange Philippi contente. Michel Polnareff sort un nouvel album. Invention of Clouds, c'est un ouvrage et c'est Inès Moratti qui nous en parlera dans sa chronique. Création et inspiration, c'est le thème choisi par Serena Talamogne. Qu'est-ce qui nous inspire? Comment stimuler notre imagination? Élément de réponse dans cette chronique. Et enfin, dans le cerveau de Marie-Ange Philippi, il y a des pop-corn, mais pas que. Ce sera le délicieux moment décalé à retrouver en fin d'émission. À mes côtés ce soir, les chroniqueuses Inès Moratti, Serena Talamogne et Marie-Ange Philippi. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Avant de retrouver dans un instant nos brillants esprits critiques, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Mondologne. Bonsoir Christophe. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation parce que je sais que vous êtes un homme très occupé. Ma première question, Christophe Mondologne, est-ce qu'il peut vous arriver d'être de mauvaise foi? Oui, de mauvaise foi ménagère, quotidiennement avec mon épouse, il faudrait lui demander, mais je vais essayer de ne pas l'être ce soir avec vous. Alors moi j'adore ce concept de mauvaise foi ménagère. Marie-Ange, notez s'il vous plaît, il ne faudra pas que l'on oublie mauvaise foi ménagère. J'adore. Christophe, en tout cas merci de votre sincérité, de votre spontanéité. Christophe Mondologne, vous découvrez la polyphonie à l'adolescence. Moi je voudrais savoir dans quelles circonstances. Ah, je vais dire que la polyphonie, ça berce la vie des Corses. On entend des chants un petit peu partout. Moi, j'avais une grand-mère qui me mettait mes sandales de moine en cuir, justement dans les ruelles de Sartène et qui m'emmenait tous les dimanches à la messe. Et forcément, j'entendais des chants. Lorsqu'on est enterré, c'est souvent avec des chants que nous sommes accompagnés jusqu'à notre dernière demeure. Ouais, voilà, et donc, nous avons trouvé les sandales de Christophe Mondologne, allez les chercher. Elles sont là. Et donc voilà, donc je suis tombé très tôt de par mon éducation catho et de par ma grand-mère à Sartène, dans les ruelles de Sartène. Alors vous le disiez, le caténach est la plus ancienne tradition de l'île et forcément j'en ai pas manqué beaucoup. Et tout cela est rythmé de chants. Alors ceux-là, pour le coup, sont un petit peu funestes, puisque perdone au mio Dio pendant 3 heures, effectivement. Et petit à petit, je me suis dirigé vers des chants un petit peu plus joyeux, mais la polyphonie, c'est quelque chose de... C'est vrai, c'est vrai qu'on associe souvent, et peut-être à tort, la polyphonie un peu à la tristesse. Oui, c'est à tort. À tort. Elle est nostalgique. Elle était souvent chantée par nos bergers lors des estives en montagne, et donc bon, mais forcément c'était de la nostalgie puisque les bergers montaient sans leurs épouses, restaient en plaine, montaient avec les troupeaux, et donc c'était les bergers les plus lettrés écrivaient des textes très, très nostalgiques et les chantaient ensemble des nuits durant. Quelle chance. Alors Christophe Mondologne, vous aimez Tino Rossi, Michel Galabru, la chasse, la pêche. Vous êtes un homme moderne. Vivant. Très vivant. D'où viennent ces petites... Non, mais ces petites passions un peu désuètes, on a tous, mais c'est vrai. Et, je trouve que... Le chant et la chasse, c'est mêlé chez moi, parce qu'à Sartène, ma grand-mère m'a amené à la messe et mon grand-père m'a amené à la chasse. Donc déjà, et puis, bon, un héritage un peu... tradition, ça fait partie aussi de la vie des Corses, avec les femmes, bien sûr, et le foot. Alors j'aime beaucoup, mais voilà, mon grand-père me disait mieux vaut faire un exercice à fond plutôt que 10 à moitié. Et malheureusement, je suis plutôt dans la seconde partie d'un maxime. Mais j'essaie de faire les choses à fond. D'ailleurs, voilà, j'avais envie d'évoquer avec vous cette hyperactivité. Si on va sur votre site officiel, alors il y a Christophe Mondologne, auteur, interprète, compositeur, écrivain. On connaît vos nombreuses passions, hein, comme nous venons de l'évoquer, la chasse, la pêche, la polyphonie et d'autres choses. À côté de ça, vous avez un job, hein, vous êtes technicien chez Harcourt. Oui, tout à fait. Où trouvez-vous ce temps ? Est-ce que vous arrivez de temps en temps à vous poser ou non, ou l'oisiveté ne fait absolument pas partie de votre vie? Alors, puisqu'il faut se dévoiler et ne pas avoir trop de mauvaise foi dans cette émission, si j'ai bien compris le but. Pour en avoir beaucoup. Hein. J'ai eu la chance d'être touché par 2 fois par le cancer. Et lorsque je me lève le matin et qu'il pleut, pour moi, il fait beau. Et je me dis qu'il faut tout bouffer jusqu'à la lie. Et donc, jusqu'à c'est cet élan de vie. Jusqu'à ce qu'il est marqué ici, repose, il était sympa, il chantait bien. Je compte bien tout bouffer et profiter de tout en essayant de faire les choses convenablement et à fond, avec passion aussi, et entouré des bonnes personnes. Bon, merci en tout cas de votre sincérité. Une source sûre m'a affirmé que vous étiez un excellent imitateur, notamment de Michel Galabru. C'est juste, cela est juste et bon.
Est-ce que vous pouvez le confirmer et étayer mon propos par une démonstration? Alors il me racontait, si j'ai le temps, une petite anecdote. Il était sur le tournage des Gendarmes à Saint-Tropez. Et dans les gendarmettes, il y avait des femmes qui passaient. Alors Michel était fou de femmes. Et il les regardait lorsqu'elles passaient toute la journée. Et puis Louis de Funès lui dit « Écoute Michel, c'est bien, mais il ne faut pas trop regarder non plus les culs. » Michel Galabru dit « Écoute, c'est comme quand on est devant une boulangerie. Hein, tu comprends Louis? Alors il y a des millefeuilles. On n'est pas forcé de les bouffer. Tu vois. Voilà. Et puis 2 jours après, ils étaient encore sur le tournage. Les femmes passaient, repassaient. Et Louis de Funès, il me dit, je me rappelle très bien, il lisait Le Monde littéraire. Il baisse Le Monde littéraire, il regarde. Et il voit que je le vois et il me dit... Qu'est-ce qu'il y a comme millefeuille aujourd'hui hein? Voilà. Excellent. C'était Michel Galabru. On pourrait vous retrouver sur la scène du Palatine, par exemple, pour un one-man show, Christophe Mandologne. Tant que je suis vivant, oui. Ah, mais il faut toujours des bonnes rencontres. Ce serait pas mal. Hein. Moi, je vous produis. Hein. Alors, je n'ai pas d'argent, mais je vous produis. Hein. Alors, c'est ce que m'a dit Patrick Fior. Il m'a dit, pour chanter, tu chantes bien, mais il y en a plein qui chantent bien. Si un jour tu décides de faire one-man show, je te produis. Donc, oui, vous êtes au moins 2. Patrick Fior et nous avons un point commun. C'est ce soir, vous regardez la télévision. Je vous embrasse. Merci, Christophe Mandologne. Une dernière question avant de retrouver Inès Moratti. Alors, votre dernier album, votre dernier opus, Campa, vient de sortir il y a récemment. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce nouvel album ? Les thèmes de prédilection? Énormément des thèmes de société. Donc, je suis assez friand, malheureusement, de tout ce qui est chaîne d'infos. Genre les faits divers vous inspirent? Non, je m'en nourris quand même, parce que c'est là aussi que je puise des inspirations concernant les thèmes. Ça peut être du plus sympa au moins rigolo, comme la chanson Veleno Bianco qui traite de la drogue et du combat que doivent mener pour moi tous les jeunes de cette planète. Voilà, donc ça part des thèmes de société jusqu'à des thèmes très joyeux, l'amour bien entendu. Campa, c'est le thème, c'est vivre. Et donc le thème, c'est la vie, quoi. C'est la vie de toujours tous les jours. Cet élan de vie que vous prenez. Merci Christophe Mandologne. On retrouve tout de suite Inès Moratti. Et vous, Inès, vous nous parlez d'Invention of Clouds. Oui, Christophe, le poète Jean Orizet a dit « L'homme est peuplé de nuages qu'il connaisse depuis l'enfance. » Bonsoir. Savez-vous qui a inventé les nuages ? Sûrement pas moi. Non mais voilà, écoutez, je pose la question et je vous demande non seulement parce que vous êtes un artiste et du coup vous êtes dans la création, et aussi parce que vous avez travaillé dans une compagnie aérienne, bonsoir le CSA, parce que d'accord, ça a l'air d'être un peu idiot comme question, mais en fait non. C'est le concept de mes chroniques. Du coup, bienvenue dans un nouvel épisode de « Allez, viens, on trash l'histoire ». Après Benjamin Franklin et ses haters, je vous propose « The Inventions of Clouds » signé par l'écrivain et historien Richard Emblin. Alors, nous sommes en 1803 et laissez-moi vous présenter le jeune Luke Howard. Il est chimiste et aussi sur son temps libre, il est météorologiste amateur. Oui, c'est un nerd. Et pas qu'un peu, parce que comme ça, de nerfs, Luc décide de s'auto-publier, distribuer à ses potes un petit essai de 32 pages intitulé On the Modifications of Clouds, un système de classification des nuages qui mêle le poétique et le pratique. Parce qu'un jour, le type regarde le ciel et il s'est dit « C'est beau ». Oui, mais c'est le bordel. On serait pas mieux là avec 3 petites catégories de nuages, Cumulus, Stratus, Cirrus. En plus, je suis anglais, mais je vais partir sur du latin parce que ça impressionne. Bah ouais, et ça impressionne tellement qu'un demi-siècle avant l'invention du télégraphe et bien avant nos réseaux sociaux, il s'est passé un truc. Son essai a fait le buzz. Tout le monde en parle. Oui, il n'y a pas de masse info non plus. L'essai passe de main en main jusqu'à rapidement se retrouver dans les pages du prestigieux Annual Review. Du coup, Luc est catapulté célébrité scientifique, il a même des fans qui insistent pour que son travail soit inclus dans l'Encyclopædia Britannica et plus que ça, répandu dans toute l'Europe. Mais, vous vous souvenez du coup du latin pour nommer les nuages? Il y a des gens qui trouvent ça un petit peu pompeux, blablabla. Et là, qui vient défendre Luc? Goethe. Oui, le romancier, dramaturge, poète, théoricien de l'art et homme d'État allemand. Alors, non seulement il veut qu'on garde le latin en anglais, mais aussi dans toutes les langues. Eh ben, va débattre avec Johann Wolfgang von Goethe, toi maintenant, voilà, ça la ramène moins. Du coup, qui a gagné? Spoiler, aujourd'hui on dit Cumulus. Et là, un truc encore plus dingue arrive. Goethe envoie une lettre à Luc. Dave, j'anticipe, demain, c'est le moment moi-je, demain vous recevez un texto de Goethe. Qu'est-ce que vous répondez?
C'est ça. Non, moi aussi, hein, je crée un groupe chat avec Marie-Ange à base de « Vite, il voit que je suis en train d'écrire, qu'est-ce que je dis ?» Emoji paniqué. Oui. Non, mais en plus, le truc, c'est que c'est même pas un simple courrier, c'est un fan mail carrément. Hein. Goethe lui exprime son admiration. Et du coup, l'autre, il fait quoi, hein? Première action de lutte, qu'il pense que c'est un fake. Alors, c'est vrai, hein, ce que je raconte. Hein. Ensuite, il recopie la lettre de Goethe pour être sûr de bien avoir 2 exemplaires. Il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque, il n'y avait pas non plus de retweet. Sauf que c'était pas la peine, parce que pendant ce temps, von Goethe, il était en train de nous écrire une série de courts poèmes musicaux qui célèbrent le travail de Luc, qui célèbrent donc ce dialogue entre l'art et la science. Les gars, on a frôlé la comédie musicale, hein, on est passé à ça. Du coup, c'est l'heure du jeu. Hein. Merci. Moi, j'adore les jeux d'Inès. Personne n'y comprend rien, c'est génial. Personne ne comprend rien. Aucun invité ne répond parce qu'ils ne comprennent pas le but. Alors, Quel est l'objet de ce jeu? Alors, racontez-nous. Je vous montre un nuage. Et vous devez dire, et on va alors... voir si ça vous inspire autant que Goethe. Allez-y. The Human Centipede. Pas mal. Le tordu, mais pas mal. On aime. Alors, je vous donne un indice. Un indice, donc ça s'affiche chez vous. Alors là, je suis sur une Julien Lepers, hein, c'était mon rêve. Donc, ceci est un nuage fashion. Il est entré au répertoire international en 2017, hein, parce que Cumulonimbus et SO 80. Non, toujours pas, vous l'avez pas? Vous êtes sûr que c'est un nuage? Ça, c'est pas une traînée d'avion? L'arnaque dans l'air. Allez, reste sur Air Cortica. Non, c'est bien un nuage. Alors, ces nuages qui ressemblent à des vagues, ce sont des fluctus. Alors oui, ça ressemble un petit peu à un sort... Fluctus. Oui, c'est du latin. Ah ouais, les Viosa, oui. Voilà. Donc on dirait un sort Harry Potter lancé pour invoquer Marina Rebald. Et je sais que vous êtes tous en train d'essayer chez vous, faites pas genre. Merci. Ah oui, c'était la chute. C'est bien. Vous voulez jouer? Ah ouais, ce jeu était super. Non, mais pour une fois, j'ai adoré ce jeu. Pour une fois, je note. Merci. Merci. Inès, vous connaissez, vous, les noms de tous les nuages? Bien sûr. Quelques-uns, les Cirrus, les Cumulonimbus. Parce que je viens de les dire. Les Stratocumulus, non, les Cumulonimbus sont les plus dangereux en aéronautique. Et on les contourne, on évite de rentrer dedans, parce que sinon il y a... Est-ce que vous avez peur en avion? Oui, alors, et j'ai la chance de travailler dans cette compagnie aérienne. Là, vous gagnez 100 000 points, Christophe. C'est vrai. Bon. Eh bien, et j'ai la chance de connaître des pilotes, puisque je gère aussi leur planning. Et pour vaincre ma peur, souvent, je vais dans le cockpit avec eux. Et, comme ça, vous paniquez le pilote, et comme ça, tout le monde est paniqué. Voilà, grâce à leur maîtrise et à leur calme, voire même leur flegme pour certains, eh bien, ça passe. Technicien d'opération, c'est ça l'intitulé de votre job. Je m'occupe essentiellement des plannings, des hôtesses, des stewards, des OPL, des commandants de bord et des copilotes. Vous voyez donc que la mauvaise foi n'est pas de mon côté. Donc c'est vous qu'il faut connaître Air Corse, pour s'arranger le week-end, voilà, pour pas bosser le week-end-là, pour bosser les jours fériés en fait. C'est ça, c'est exact. Merci Christophe Mondologne. Nous allons retrouver Marie-Ange Philippe, Marie-Lange comme on l'appelle ici, dans Popcorn et Mauvaise Foi. Alors vous faites du neuf avec du vieux. Vous avez choisi d'évoquer Michel Polnareff. Oui, vous adorez. Pour faire très original, comme Christophe est musicien et chanteur, j'ai choisi de parler d'un musicien et d'un chanteur, de la star de Radio Michel, de la radio de Soleil Michel, Michel Polnareff, qui a aujourd'hui 75 ans, qui réside un peu comme ça, hors du temps, dans une tour d'ivoire. Et forcément, quand il sort un album studio pour la première fois depuis 30 ans, on s'attend à tout sauf de la simplicité de la part d'un artiste aussi hautain que secret. Alors je vous conseille d'aller voir la bande-annonce sur YouTube de son album. Pour la sobriété, on repassera. Michel se présente comme le témoin incontournable d'une époque. Armé de fausse modestie, il lâche un pour-toi public et se décore du grade le plus élevé de la marine et accoste Enfin. Alors Enfin, c'est le nom de son nouvel album sorti en novembre 2018. Et c'est une interjection qui sonne un peu comme soit une délivrance des âmes perdues qui attendent le Messie, soit un soulagement après un mauvais Covid, c'est comme vous voulez. Et alors, on commence l'album par le titre qui s'appelle Fantôme, donc ce premier titre qu'on va entendre, le premier titre qui ouvre le bal, une piste de plus de 10 minutes, ce qui est, je trouve, une gageure en ces temps de formatage radio. Je ne sais pas si Christophe est d'accord avec moi. Alors, c'est une énorme fresque grandiloquente. On attendrait presque la voix d'un Klaus Nomi, le chanteur d'opéra. On est rassuré, ouf, Polnareff est toujours dans la démesure la plus totale. Sauf que, en fait, ce titre qui aurait pu préfigurer d'un album, alors certes surproduit, mais monumental, ne fait l'effet que d'un faux de paille. Et j'avoue que ça a été dur de trouver son bonheur sur cet album. Ça ne décolle pas. On n'a pas la folie créatrice des années 70. On atteint des sommets de mièvrerie et d'absurdité totale quand notre frisé préféré aborde le sujet du Père Noël dans la chanson L'Homme en rouge, ou quand il part du réchauffement climatique dans Terre Happy. Terre Happy, j'adore. Moi, ça me donne envie de me buter en étouffant Berlingo, mais bon...
Alors, certes, l'album ne contient aucune pépite évidente, aucun trésor visionnaire ou hit imparable comme avant, aucune mélodie ne diffuse aussi son aura lumineuse et contagieuse, la voix traîne, les textes ne font plus mouche. Bref, enfin n'étonne pas, mais quand il est pris dans son contexte, il ne déçoit pas non plus. En fait, il est juste le reflet de ce qu'est Polnareff, c'est-à-dire kitschissime, outrancier et pompeux. Alors saluons l'effort, ne tirons pas sur l'ambulance et accordons-lui encore du crédit. Merci Marie-Ange. Philippe qui a trouvé donc Mièvre, ce dernier opus de Michel Polnareff. Vous aimez Michel Polnareff? Alors moi j'ai adoré effectivement le Polnareff des années 70 parce qu'il a quand même l'âme créatrice. Bien sûr. Et c'est quand même quelque chose qui marquera des générations et des générations. Je pense qu'il y a des chansons qui vont pas mourir juste après lui, qui vont durer et durer, et qui vont passer les générations. Le dernier album, je l'ai vu dans les bacs, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai même pas téléchargé. Mais effectivement, 10 minutes en première chanson, lorsqu'on nous demande de faire des formats de 2:30 pour que ça passe en radio, et le plus souvent possible, effectivement, déjà. Mais bon, après, c'est Polnareff peut se le permettre, c'est pas Christophe Bologne. Donc voilà, mais j'adore son univers, il a vraiment un univers. Faites une pochette d'album comme il l'avait faite là, dans les années. Ouais, voilà, peut-être que non. Il faudrait que j'y pense après le One Man Show. Faites-le. Serena Talamogne, vous penchez aujourd'hui sur l'inspiration. Qu'est-ce qui peut nous inspirer aujourd'hui? Peut-être élément de réponse en votre compagnie. Peut-être. D'abord, je suis très déçue parce que moi, j'adore Polnareff. Alors là, vraiment, je suis très triste. Moi aussi, je l'aime beaucoup, mais bon, pas cet album. En plus, il a fait une pochette avec un cadenas dévissé. Tout est mauvais goût. Et c'est un peu tristoun. C'est un manque d'inspiration, donc oui, effectivement. Que donneriez-vous comme conseil à Christophe Bologne, non? À Polnareff. Évidemment. Je nous regarde, évidemment. Oui. Il y aurait trop, pas dire. Je peux pas... Alors oui, j'ai voulu parler de création, d'inspiration parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'injonction à la créativité. Tout le monde doit être créatif, mais en fait, la créativité dans un sens marchand, dans un sens, en fait, c'est un peu l'art qui est soumis aux règles du marché, de l'économie. Et du coup, j'ai l'impression que dans cet état d'esprit général, on s'éloigne quand même un peu de ce qu'est vraiment la création, la créativité. Et donc, j'ai voulu revenir sur vraiment l'acte de création, sur l'inspiration. Comment on trouve l'inspiration? Sûrement pas avec cette créativité qu'on nous impose, par exemple avec les smartphones, où les gestes sont prévus et où on fait tous les mêmes gestes au final. Donc, on fait les mêmes photos avec les mêmes filtres, voilà. Donc finalement, nos photos Instagram, c'est toutes les mêmes. Voilà. Donc finalement, du coup, comment on fait aujourd'hui pour trouver l'inspiration dans ce monde-là? Alors, sans prendre de choses illicites. Absolument. Voilà. Je ne sais pas. Ça peut être une piste. Justement, l'idée, c'était donc d'essayer de chercher quelques pistes avec vous. Donc, certainement qu'il doit y avoir, ça doit relever beaucoup de l'individu. Aussi, ça doit être différent pour les individus. Mais souvent, en interrogeant les artistes, il y a pas mal de choses qui reviennent. Alors d'abord, l'état d'esprit peut-être, être ouvert pour pouvoir... avoir l'inspiration et ne pas la chercher, justement. Je ne pense pas qu'il faille être ouvert d'esprit pour pouvoir créer des chefs-d'œuvre. Être enfermé dans un endroit avec des bonnes ondes ou de très mauvaises. C'est pour ça que les bad trips peuvent des fois vous emmener vers la création de chefs-d'œuvre. J'aime bien quand vous me montrez comme ça, on est de bad trips. C'est parce que vous l'avez évoqué. Ou alors être entouré de très bonnes personnes, de très bons musiciens pour ce qui est de mon album, dans un endroit que l'on choisit plutôt cocooning, avec un petit feu de cheminée, des textes que l'on a écrits. Donc l'embourgeoisement inspire Christophe Bologne. Un feu de cheminée. Non, même pas. Non, voilà, être entouré de bons musiciens, d'amis, et je pense qu'après, la créativité, c'est surtout ce qu'on donne avec son cœur, au moment où on chante, au moment où on compose. Mais effectivement, les artistes, lorsqu'on lit leur biographie ou alors lorsqu'on entend leur interview, disent avoir été les plus créatifs lorsqu'ils étaient plutôt... dans le creux de la vague. Ouais, dans le creux, ouais. Plutôt dans le dark. Voilà. Bon. Ouais, pour vous, Inès, vous êtes... Je suis sûre, à la régie, on a eu un gros Vous plan. êtes meilleure quand vous êtes malheureuse, je trouve. Quand vous êtes je suis tout le temps au top. Je suis assez d'accord
Je suis assez d'accord avec ce qui est dit, dans le sens où aujourd'hui, pour réussir, mais bon, c'est très les labels et les majors hein, qui fabriquent aujourd'hui de plus en plus de produits éphémères. Il faut que ça marche très peu pour prendre énormément. Et puis après, on passe à l'autre. Je suis assez d'accord sur une créativité également éphémère, où on sort un titre, il faut qu'il passe sur les radios, donc on le bombarde. Et puis ensuite, ce qu'il vous faut surtout, c'est quelqu'un qui travaille énormément votre com'. Et à partir du moment où on a les bons emojis et la bonne phrase sur Twitter, ça fait la rue Michel. Séréne. C'est pour ça que les 10 minutes de Polnareff, finalement, c'est un acte de rébellion très fort. Exactement. C'est peut-être ça. Exactement. Alors, autre piste, vous en parliez, les bonnes personnes, les rencontres peut-être. Est-ce que voilà, ça joue Bien sûr. Moi, j'ai eu la chance d'enregistrer par exemple mes 2 premiers albums dans le nord de la France, à Cambrai, chez des gens qui n'en avaient rien à faire de la polyphonie ou de la chanson corse. Ils ont donné vraiment ce qu'ils avaient au fond de leur cœur, c'est-à-dire la musique, les arrangements musicaux qui les touchaient, eux. Je me suis laissé complètement guider et mon premier album est sans nul autre pareil pour moi. Et donc effectivement, plus les années avancent, je dirais pas que plus on s'encroute, mais effectivement, plus il est difficile de trouver de l'inspiration, plus il est difficile d'être créatif. Et donc, pour vous rejoindre une nouvelle fois, je pense qu'il est utile de changer les équipes avec lesquelles on travaille pour qu'elles vous amènent toujours du neuf, toujours des nouveaux arrangements, toujours des nouveaux horizons musicaux. Alors, je vais prendre mon exemple, parce que ça intéresse toujours tout le monde. Voilà, oui. On l'attendait. Moi, on m'a toujours dit que pour rester créative, il fallait toujours sortir de sa zone de confort, en fait. Voilà, qu'il fallait pas, comme vous dites, en fait, il faut pas s'encrouter. En fait, il faut prendre des risques. C'est-à-dire que voilà, partir, rencontrer de nouvelles personnes et pas travailler toujours avec les mêmes personnes rassurantes. Je vais finir par ce que j'ai un peu tendance à faire parfois. Mais voilà. bon. Voilà, c'est bon, Séréne, vous pouvez conclure. Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous, la langue. Est-ce que, justement, la langue corse, c'est facteur d'inspiration ou peut-être aussi d'entendre d'autres langues méditerranéennes Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur la surface du globe, il ne reste plus que 5000 langues, que 15 à 20 langues, c'est les linguistes qui le disent, disparaissent chaque année, qu'il ne faut surtout pas croire que ça n'arrivera pas à la nôtre. Qu'on a la chance d'avoir une langue chantante qui touche les cœurs, même pour les gens qui ne la comprennent pas du tout. Et quand on a la chance d'avoir eu les grands-parents que j'ai eus et qui me l'ont transmis, qui m'ont transmis cette langue, cet amour de cette langue, il serait quand même dommage de faire un album entièrement en langue française, par exemple, alors que j'ai la chance de pouvoir représenter mon île, sa langue et sa culture, de par des albums, de par des thèmes choisis, justement. Et de travailler aussi avec des amis chanteurs qui, comme vous l'avez dit, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, m'ont toujours accompagné. Et c'est pour ça que sur ce nouvel album, Christophe. On a la chance d'avoir Fred Poage, etc. Bien sûr. Excusez-moi d'interrompre. Merci Séréne Atalamogne. Nous retrouvons tout de suite, après, buvez un café. Nous retrouvons tout de suite Marie-Ange Philippe pour aller dans encore. vous encore. Oui, parce qu'en fait, on est au mois de février, donc c'est le mois de l'amour, enfin plutôt le mois des sentiments dégoulinants, le mois des fleurs fanées au resto, le mois de l'érotisme mou, effectivement. Donc, je disais le mois de l'érotisme mou, le mois de la résurrection de Barry White, le mois de la Saint-Valentin. Et sans surprise, comme toutes les personnes se prétendant de bon goût et de bonne foi, je déteste la Saint-Valentin, je considère que c'est téléguidé, commercial, écœurant de désuétude. Mais en me regardant dans la glace, je me suis dit, bon, un, la Morphée Olibéry, et de deux aussi que le costume de dictateur des sentiments m'allait un peu trop grand et que ma moustache n'était pas assez longue. Voilà, point Godwin atteint, bonne résolution. Et si j'essayais de tolérer les cœurs avec les doigts des gens en sortant les miens de la bouche? Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est pas évident, parce que niveau romantisme, je suis à peu près égale à la chance de voir Inès en jogging, c'est-à-dire 0. Et en plus, la Saint-Valentin, je trouve ça détestable parce que c'est le marronnier des médias qui liste avec un manque d'inspiration flagrant les idées originales. Alors qu'il existe de vrais faits réels intéressants. Par exemple, savez-vous qu'aux États-Unis, 7 gangsters rivaux de la bande Al Capone se sont fait tuer dans un garage? Non. Ben voilà, ça c'est une info qui est plus intéressante, ça a plus de gueule de savoir qui s'est fait cartoucher plutôt que vous, comment vous allez vous y prendre pour vous reprenez le même verbe le soir de la Saint-Valentin. En plus, je trouve un peu facile tous les scénarios consistant à tenter de raviver la flamme. Seule Marion Maréchal Le Pen y arrive. Bon, bref, passons. Du coup, je me dis que c'est une fête totalement téléguidée que je déteste. Et là, Inès est censée me dire, mais Marie-Ange, je veux... Non, mais Marie-Ange était censée dire voilà. Mais Marie-Ange, je vous ai croisée à proximité. Bon, bref, elle m'a croisée, elle m'a grillée, elle m'a vu champagne à la main, dessous sexy apparent,
Et oui, effectivement, j'allais voir Philippe Martinez. C'est votre petite amie? Non, pas du tout. Ne faites pas l'idiote. Je veux juste réussir comme tout le monde. Alors, spoiler alert, pas de scoop corse machin, ça a été un échec parce que Philippe, c'est un dandy, un homme délicat, un homme de culture. Il faut lui parler de Méditerranée, de géopolitique, de collectif, tout ça. Donc j'en profite, et ça va être très rapide, de cette chronique sur les bons sentiments pour parler des mauvais garnements, parce qu'au Pakistan, la Saint-Valentin est interdite. En Arabie Saoudite, la police patrouille, et en Inde, elle prévoit que la répression. Du coup, j'étale mes grands sentiments à moi, et je me dis qu'on a le droit de laisser aux autres la liberté de s'aimer en public, même si c'est dégoulinant de mièvrerie, parce qu'il n'y a plus rien de plus jouissif que d'avoir le choix de la fêter. Merci Marie-Ange Saint-Valentin. Merci Christophe Mondelonne. Il faut la fêter, vous, la Saint-Valentin? Je vais essayer le 14 février, mais c'est une fête qui a été fabriquée. Saint-Valentin, c'est tous les jours. Enfin, vous l'avez fêté, puisque c'était il y a 15 jours. Vous l'avez fêté il y a 15 jours, c'est il y a 15 jours. C'est juste. C'était bien? C'était extraordinaire. Merci. J'en refais ce soir. Merci Christophe Mondelonne. Je n'étais pas seule, vous l'aviez peut-être remarqué. À mes côtés, il y avait Inès Moratti, Marie-Ange Philippe et Serena Talamogne. Merci à vous, mesdames. Merci, et à une prochaine. Merci Christophe. À bientôt. Buonasera a tutti. Et après, stu nanta France 3 Court, Sega Elias Taylor.